Les vraies voix Sud Radio avec Stella Kamga, Philippe Bilger et Michel Pouzol en direct sur Sud Radio jusqu'à 19h. Tout de suite, voyage au pays des anti-vaccins. En France, 6 personnes sur 10 ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus. Une piqûre, voilà qui est bien mystérieux. On n'a pas de recul sur ces vaccins-là. Ça m'énerve qu'on administre à des gens un vaccin bidouillé que même le patron de Pfizer refuse de s'inoculer. On a développé en 1 an et demi un vaccin qu'en règle générale on met 5 à 10 ans à développer. Je lis dans le journal que les gens qui ne sont pas vaccinés seront défavorisés. Comment on peut dire un truc pareil ? On est au pays de Pasteur, il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Vous avez reconnu plusieurs voix dans ce montage du réalisateur des vraies voix Sud Radio, Jamel Abdelak, Jean-Marie Bigard, que vous avez entendu, François Berléand à la fin qui se lamentait sur ce qu'était devenu selon lui le pays de Pasteur. Bonsoir à vous, docteur Olivier Jourdain. Bonsoir. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous avez publié il y a quelques jours, on est les premiers, on est ravis de vous avoir en direct sur Sud Radio, on est les premiers. Vous avez publié Enquête au pays des antivax. C'est publié aux éditions Plomb. Dans ce que vous venez d'entendre, que notre réalisateur vous a proposé d'entendre, vous avez entendu des propos qui soit sont sceptiques sur la rapidité, c'est vrai, qui est historique du développement d'un vaccin sur une maladie nouvelle qu'est le coronavirus. Et à côté de ça, des propos clairement erronés ou alors péremptoire sur le vaccin est bidouillé, qu'on le sache ou qu'on le sache pas. Voilà. Quelle est la différence entre les deux ? Est-ce que vous considérez, qu'est-ce qu'un anti-vax d'abord ? Est-ce que quelqu'un qui se dit le nouveau vaccin j'en ai peur, ou je préfère attendre de voir mais les autres j'ai pas de problème avec, c'est aussi un anti-vax ou pas ? Oui, la question est très importante. Il faut bien différencier 2 catégories d'anti-vax. Il y a les résistants, ceux qui sont des militants, et on en a entendu certains parmi les petits extraits que vous venez de diffuser. Et puis il y a les hésitants, qui sont l'immense majorité, qui sont des gens qui finalement sont un petit peu perdus avec de très nombreux messages dans tous les sens et qui savent plus trop quoi penser. Et cela, je crois qu'il faut s'y intéresser parce qu'il faut justement que on soit capable de développer une communication qui soit audible par ce public. En tout cas, pour rassurer ceux qui en ont peur. Vous êtes vous-même à Bordeaux, en direct de Bordeaux, sur Sud Radio. Vous êtes médecin, gynécologue, obstétricien. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher justement sur la résistance vaccinale, en tout cas la peur du vaccin ? Alors, cette histoire remonte bien avant l'épidémie de Covid, parce que moi, je suis gynécologue, je suis chirurgien, donc pas nécessairement avec une vocation de vaccinologue, mais en gynécologie est apparu il y a quelques années, en 2006, le vaccin pour le papillomavirus, qui a fait l'objet d'un mouvement anti-vax assez puissant, et c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé à ce mouvement. C'est là que vous vous êtes penché justement. Qui sont-ils ? D'où ça vient ? Je vais donner la parole dans un instant aux vraies voix et à vous tous qui nous écoutez, qui nous appelez au 0826 300 300. Un petit peu d'histoire. D'abord, vous revenez 1721, la naissance de l'inoculation avec Lady Mary Wortley Montagu. Et vous le dites d'ailleurs, dès que l'inoculation commence, ça suscite dès le début en fait des résistances aussi bien de scientifiques que de religieux. C'est pas nouveau. Complètement. Alors, la démarche de mon livre, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre, parce que je crois qu'on ne peut pas lutter contre un phénomène qu'on ne connaît pas, et donc l'idée, c'était de comprendre, et donc de remonter à l'histoire, parce que je crois que pour comprendre un phénomène, il faut connaître son histoire. Et effectivement, les mouvements anti-vax apparaissent au XVIIIe siècle. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Facebook ni de Twitter, mais on a déjà des gens qui résistent pour des tas de raisons philosophiques qui sont d'ailleurs pas forcément si éloignées de celles qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, quelles sont ces raisons, justement ? Qu'est-ce qui fait que le vaccin, on en a plus peur que de n'importe quel médicament dès le début ? En tout cas, certaines personnes. Alors, c'est un médicament un petit peu particulier parce qu'on l'utilise pour des gens qui ne sont pas malades, donc c'est ça qui fait la grande différence. Mais on se heurte finalement à une idée de prévention. Et là, la prévention, c'est aussi quelque chose qui est malgré tout assez nouveau et dont on n'a pas forcément beaucoup encore l'habitude. Et c'est un regret à titre personnel, mais beaucoup de médecins le pensent comme ça et je crois que c'est un vrai regret. Et donc oui, on s'aperçoit que et c'est le cas aujourd'hui, que finalement, c'est des gens qui aussi, en s'opposant au vaccin, s'opposent plus généralement
à tout le système qui porte cette prévention et ce vaccin. Et donc la philosophie globale dépasse largement, en tout cas je parle des résistants là pour l'instant, hein. Ceux qui résistent et qui sont vraiment militants contre la vaccination sont très souvent militants contre beaucoup d'autres sujets, et le vaccin n'est qu'un élément parmi d'autres. On l'a vu au XVIIIe siècle, il y a les religieux, il y a un certain nombre de philosophies qui sont opposées à cette vaccination, à cette variolisation. Et ça fait toute la difficulté de l'argumentaire et de l'argumentation vis-à-vis de ces gens-là qui, finalement, traduisent par une résistance à la vaccination une philosophie beaucoup plus large et qui ne sera pas accessible à un argumentaire scientifique. Et vous vous penchez justement dans votre ouvrage, on va y revenir, sur les différents profils d'ailleurs de militants, qu'ils soient anti-vaccins ou pas, profil hétéroclite, hein, c'est-à-dire qu'il n'existe pas le profil type de l'antivax. Philippe Bilger. Docteur, alors encore une fois, pardonnez une question de profane. J'avais l'impression d'un processus qui commençait singulièrement à s'améliorer. Au début, il m'a semblé que le gouvernement faisait en quelque sorte toute sa promotion pour convaincre les anti-vaccins. Et puis, peu à peu, la France, semblait-il, comprenait l'utilité de la vaccination. Et d'ailleurs, c'est ce qui créait peut-être l'atmosphère plus calme, plus bienfaisante d'aujourd'hui. Et en vous écoutant, je me demande si je ne me suis pas trompé, si en réalité le pouvoir des anti-vaccins n'est pas toujours aussi considérable qu'avant. Est-ce que ce hiatus existe ou est-ce que je me trompe totalement? Olivier Jourdain. Alors, on a entendu, si je ne me trompe pas, un petit extrait d'Élise Lucet qui évoquait 60% de résistance à la vaccination en France. Je crois que c'est un chiffre qui provient d'une étude internationale pilotée par une femme qui s'appelle Eddie Larson, qui est anglaise, et qui, dans certains de ses questionnaires, a retrouvé ce type de chiffre. C'est quelque chose qui était un chiffre qui a été un peu monté en épingle, mais qui aujourd'hui a beaucoup évolué, et plutôt positivement, ce d'autant que nous sommes en période d'épidémie. Et l'histoire le confirme à toutes ces pages, hein. Lorsqu'il y a une épidémie, le message anti-vax, finalement, est moins audible parce que les gens ont peur, les gens voient des patients malades, et on le voit avec la Covid aujourd'hui, il y a des patients en réanimation, il y a socialement un impact de l'épidémie qui est majeur, on est tous fortement impactés par ça, et donc finalement les gens, et on le voit, ont envie de se vacciner. Je vous rappellerai pour l'exemple, hein, que quand on a commencé en mois de janvier à vacciner les personnes âgées dans les EHPAD, on nous a dit, et d'ailleurs les pouvoirs publics ont commencé à organiser une campagne en prévoyant 60 ou 70%. Aujourd'hui, on est à plus de 95% de vaccination dans les EHPAD. Les personnes âgées ont envie de se vacciner parce qu'elles ont envie de revivre normalement et elles en ont marre d'avoir peur de cette maladie. Donc la période d'épidémie est une période très particulière dans la réception des messages anti-vax. Vous revenez aussi, Olivier Jourdain, sur d'autres peurs contre d'autres vaccins avant même le Covid. Qui n'a jamais croisé une publication Facebook qui explique qu'il y a de l'aluminium dans les vaccins? Ça pose un problème. Vous parlez aussi de la peur de la sclérose en plaques dans votre livre. Comment on explique que ces peurs se soient répandues aussi facilement, et notamment via les réseaux sociaux? D'où elles viennent? Alors, ces peurs, au départ, viennent de vraies questions. Hein, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas éluder les vraies questions. La question, par exemple, de la sclérose en plaques et de l'hépatite B s'est posée. Pour tout vous dire, moi, j'ai été un des tout premiers, étant étudiant à Tours, où a été découvert le premier vaccin pour l'hépatite B. J'ai fait partie des premières cohortes de patients tests. Vous le racontez d'ailleurs. Je me suis posé la question à titre personnel, et c'est une question qui est tout à fait recevable. Après, je crois qu'il y a une vraie vérité scientifique, et que la vérité scientifique, il faut la comprendre, l'accepter après l'avoir étudiée. Et ça, aujourd'hui, maintenant, pour l'hépatite B, les données sont claires. Bon, après, il y a la vérité scientifique, et puis il y a la vérité juridique concernant l'hépatite B. Et la vérité juridique en France n'est pas la même. Et j'explique dans mon livre pourquoi. Parce que les juristes, finalement, considèrent que
s'il y a peut-être un petit doute, peut-être faut-il indemniser, et peut-être est-ce une forme aussi d'indemniser des gens qui sont dans une grande difficulté, parce que moi j'ai rencontré des patients touchés par des scléroses en plaques, et c'est souvent très handicapant, et la prise en charge sur le plan des aides diverses et variées, en particulier pour les adultes, n'est pas forcément très performante, et quelque part on peut se dire finalement on peut aider d'une manière ou d'une autre ces patients-là. Sauf que ce que vous dites, c'est que dans ce cas précis, par exemple, on décide d'indemniser malgré ce que dit la science. C'est ce que vous dites. Absolument. C'est-à-dire que la science dit qu'il n'y a pas de lien, mais en revanche, la justice fait comme si, en tout cas le droit, les juristes font comme si c'était le cas. Absolument. Et ça pose un problème. Est-ce que vous pensez que ça entretient la peur ou pas ? Alors, je pense que ça entretient la peur. Je pense que si vous voulez, sur le fond, aider des gens qui ont une sclérose en plaques, ça ne me paraît pas choquant. Par contre, que ce soit au prix de l'installation d'une peur sur la vaccination en général, ça c'est dangereux et ça m'inquiète. Michel Pouzel, puisque tu es là. Oui, non, moi j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le mouvement de l'anti-vaccination, parce que quand j'entends des gens qui nous disent qu'ils ne savent pas quelles sont les conséquences à long terme, ce sont des gens qui connaissent tous les conséquences à long terme de l'alcool, du tabac, du café, de la malbouffe, de la pollution atmosphérique, et qui pourtant continuent à prendre leur diesel en fumant leur paquet de cigarettes blondes. Voilà. Donc j'ai un peu de mal à comprendre cette manière de fonctionner dans un monde qui perd ses repères, mais ce que je voudrais redire, c'est que ça a des conséquences tragiques. On a vu, notamment, je crois que c'est à New York, mais ça s'est passé aussi en France, des flambées et des morts d'enfants de la rougeole, alors que c'était une maladie éradiquée par la vaccination systématique. Et qu'un enfant qui amène la rougeole dans une école, il l'attrape lui, mais il peut aussi la faire circuler. Et donc, il y a des conséquences tragiques. Après, dans l'époque actuelle, moi, j'ai pas eu le temps de lire votre livre, mais je pense que je vais le faire rapidement, parce que c'est un sujet passionnant. J'ai aussi l'impression quand même que dans l'époque actuelle, dans l'époque Covid, particulièrement depuis 1 an et demi, on a donné des amplificateurs de voix à des gens qui finalement dont le ton ne portait pas vraiment. Enfin, la manifestation qui nous fait beaucoup parler depuis ce week-end, il y avait 200 personnes. Celle où vous entendiez Jean-Marie Bigard. Voilà, je pense qu'il suffit d'écouter 2-3 réflexions qui ont été faites là-dessus pour franchement douter du manque de sérieux global de ce qui s'est dit, mais vous avez raison, je pense qu'il va falloir qu'on ait une pédagogie encore plus forte, parce que ce serait dramatique, ce serait un vrai recul si on revenait sur l'idée que la vaccination sauve des vies, et c'est bien le cas depuis, je dirais, depuis dans Pasteur. Un instant, la réponse d'Olivier Jourdain, la question aussi de Stella Kamga, 0826 300 300, un tout petit aller-retour rapide par Bordeaux également. On retrouve Marc sur Sud Radio. Bonsoir à vous, mon cher Marc. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Bonsoir. Sud Radio. Vous, est-ce que vous avez eu peur, ou est-ce que vous avez peur de vous faire vacciner ? Alors, rapidement, au départ, j'étais pas du tout décidé à accepter le vaccin, parce qu'effectivement, la technique de l'ARN était peu connue, le développement rapide, c'est pas quelque chose qui incite à la confiance. Mais il faut dire que j'étais convaincu d'être dans une santé parfaite et de ne pas avoir de comorbidité. Or, il y a 2 mois, suite à quelques soucis de santé, j'ai appris que j'avais des comorbidités, et le médecin, le spécialiste que je suis allé voir, m'a vivement conseillé de me faire vacciner. Et d'un seul coup, le risque m'a semblé plus prégnant, et je me suis fait vacciner sans me poser de questions, en fait. Et vous pensez plus, du coup, vous avez plus peur, vous n'étiez pas convaincu parce que c'était une technologie nouvelle, en tout cas la vaccination ARN, et du coup là vous regrettez pas, quoi? Non, pas du tout. Vous êtes plutôt serein, et vous comprenez ceux qui ont encore peur? Difficilement. En fait, le problème, je crois que pour beaucoup, on ne se sent pas concerné dès lors que l'on n'imagine pas faire partie des populations à risque, en réalité. Parce que malgré tout, c'est vrai que c'est une maladie qui a un taux de létalité qui est assez bas. Parce qu'on croit qu'il ne faut pas trop se poser de questions. S'il y avait un taux de létalité élevé avec un vaccin même à risque, tout le monde irait pour aller se faire vacciner. Donc, merci à vous, Marc, en tout cas. Bon courage. Et restez avec nous sur Sud Radio tant que vous voulez, d'ailleurs, en direct dans les vraies voix. Et rappelez-nous quand vous voulez au 0826 300 300. Olivier Jourdain, vous allez répondre justement. Vous parliez de ces gens aussi qui hésitent par moment, puis qui changent d'avis. On va en parler dans un instant. C'est la Kamga. On en parlait, Jean-Marie, sur le profil justement des personnes qui sont contre la vaccination. Est-ce que, si je peux me permettre de citer, en premier, il y a Jean-Marie Bigard et Florian Philippot, qui organisent des manifestations qui ont sens et qui disent que... par moment, c'est aussi contre le pass sanitaire. C'est-à-dire que si on est précis sur les faits, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ce qui ils sont aussi très anti-vaccins. Je suis particulièrement Florent Philippot sur ses réseaux, donc je sais exactement de quoi il parle.
c'est curieux parce que ces personnes-là, c'était des personnes qui supportaient Donald Trump. Et c'est là justement où c'était ma première rencontre avec Michel, où on s'était pas du tout entendu. Mais s'ils sont honnêtes et au moins cohérents, c'est que s'ils supportaient Donald Trump, normalement, ils doivent savoir que Donald Trump, justement, fait partie de ces personnes-là qui a voulu accélérer la création du vaccin pour justement rehausser ses points. Oui, c'est pour rehausser ses points au niveau des sondages, parce que justement, on lui reprochait d'avoir mal géré la crise du coronavirus et tous les morts qu'il y a eu aux États-Unis. Donc, il est le premier président de la première puissance mondiale qui a mis la pression pour que le vaccin en question puisse sortir le plus rapidement possible. C'est vrai que factuellement, il y a eu des milliards de dollars qui ont été donnés par les États-Unis, notamment pour investir dans la recherche. Exactement. Donc lui, il aurait voulu en fait que le vaccin sorte assez rapidement, que tout le monde soit vacciné pour redorer son blason. Sauf que malheureusement, le vaccin est sorti après. Bon. Et bien évidemment, il a fallu que le reste des pays, notamment la Russie, l'Europe, suivent le mouvement parce que voilà, c'est la politique. Ils doivent tous être au même niveau d'égalité. Donc c'est d'une part aussi ce qui explique la rapidité et la création du vaccin, sans compter que nous sommes en 2021 et les processus de création de vaccins, la technologie, les appareils, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas le même contexte que d'il y a 1700 ans ou 1800 ans. Donc je comprends que beaucoup de gens soient superstitieux sur la question. Moi d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de doutes, mais non, quand on évalue et qu'on pose tout ça sur la balance, on se dit honnêtement qu'il n'y a pas de raison. Et bien évidemment, comme Michel disait... J'aimerais qu'on propose le mot de la fin, justement. Oui, je finis en 2 phrases. Comme Michel disait tout à l'heure, s'il y a même les médicaments, même le Doliprane, peu importe le médicament qu'on prend, qu'on achète en pharmacie, il y a des effets indésirables. Donc le mot de la fin, justement. Voilà, je veux bien voir les gens venir manifester pour les mêmes effets. Le mot de la fin avec Olivier Jourdain. Beaucoup de sujets abordés. Malheureusement, on ne pourra pas tous les aborder. Une chose qu'on peut retenir d'abord, c'est la variété des profils, y compris politiques. Un humoriste, on en parle, un homme politique qui vient d'une partie du spectre politique. Vous en trouverez aussi à gauche. Comment on explique cette variété extrême des opposants au vaccin ? Ils ont des points communs. Le point commun, c'est que, si vous voulez, ils refusent un petit peu le système et ils n'ont pas confiance dans leurs autorités sanitaires, administratives et politiques. C'est ça le point commun, très clairement. Mais je voudrais rebondir sur un point qui est fondamental, qui ressort quand même sur toutes les petites sonos que vous avez fait au départ. Le vaccin pour la Covid, si vous voulez, n'est pas un vaccin bradé, c'est un vaccin qui a bénéficié d'études dont aucun vaccin au préalable n'avait pu bénéficier. Aucun vaccin n'a d'effet secondaire au-delà de 2 mois. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de recul, c'est totalement faux. Il y a les études pivots de tous les vaccins qui sont sortis ont largement plus de 2 mois de recul, ce qui est suffisant pour en garantir la sécurité. Et c'est le message justement que vous pourriez d'ailleurs renvoyer à Marc qui nous appelait au 0826 300 300 depuis Bordeaux et qui nous disait justement j'ai fini par changer d'avis et par me rassurer. C'est à lire justement pourquoi y a-t-il autant d'antivax, pourquoi les gens doutent justement, d'où ça vient, de quand ça date. Enquête au pays des antivax, c'est publié chez Plomb, c'est signé du docteur Olivier Jourdain. Merci à vous d'être intervenu ce soir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio en direct de Bordeaux. Merci à vous. Restez avec nous, chers amis, sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio reviennent dans quelques instants. Direction le Sud pour le clin d'œil des Vraies Voix, ce sera avec Clément Barguin.